Retour du président de l'Assemblée nationale à Abidjan après avoir séjourné pendant 4 jours en Égypte. À son arrivée hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, Soro Guillaume a expliqué que la situation en Égypte est une situation très complexe. Barrages illégaux sur les routes, le ministre de la Défense annonce des sanctions conformément au code de la fonction militaire. Annonce faite par Paul Kofi Kofi au cours d'une tournée à l'intérieur du pays. Les vendeurs ambulants envahissent le plateau. On les retrouve pratiquement dans tous les coins de rue. Ils ternissent l'image de la capitale économique. Plus de précisions dans votre journal. Et bienvenue à tous dans votre édition. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale ouverte au titre de l'année 2013 prend fin aujourd'hui. Notre reporter Brouléon dresse ici le bilan des 3 mois d'activité des députés ivoiriens. Regardez. À l'ouverture de la première session parlementaire en avril 2013, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a appelé les députés à participer activement à la vie de leur institution. Message reçu 5 sur 5 par les parlementaires qui ont adopté en 3 mois une vingtaine de projets de loi et conventions internationales. Parmi les textes examinés figure la loi d'habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance des mesures en matière économique, la lutte contre la cybercriminalité, la convention relative aux droits des personnes handicapées, la loi modificative du budget 2013 de l'État de Côte d'Ivoire. Le premier trimestre de l'année en cours a été également marqué par des sessions extraordinaires pour permettre aux députés d'échanger avec des personnalités étrangères telles que le directeur général du FMI, Fonds monétaire international Christine Lagarde et le président du Nigeria, Goodluck Jonathan. Entre sessions et séances d'information, les parlementaires ivoiriens ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont repris plusieurs jours durant le chemin de l'école dans le cadre de séances de renforcement des capacités organisées à leur intention. On notera au passage le séminaire sur le droit des femmes et l'égalité des sexes, la séance de sensibilisation sur le droit d'asile. Malgré ce calendrier chargé, l'actuel pensionnaire du Perchoir a demandé aux députés de se rendre sur le terrain. Et pour donner l'exemple, le président Guillaume Soro n'a pas ménagé ses efforts. Il est allé au contact des populations, notamment à Aboissou et à Bengourou. Au cours de ces visites, des appels à la réconciliation ont été lancés pour que, réunies, les populations ivoiriennes puissent aborder ce nouveau virage de l'histoire de leur pays. Couronnement de tous ces efforts et de ceux déployés dans le cadre de la diplomatie parlementaire, la tenue à Abidjan ce mois de juillet de la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Des assises que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a abritées avec succès. Les députés ivoiriens peuvent alors s'offrir 3 mois de vacances, mais avant, ils devront se retrouver à l'hémicycle ce mercredi 24 juillet. Le président de l'Assemblée nationale est rentré hier de sa mission au pays des pharaons après une rencontre avec le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf. À son arrivée hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, Soro Guillaume a expliqué que la situation en Égypte est une situation très complexe, mais il reste convaincu qu'il y a une porte de sortie. Victorine Yaoyoboué pour plus de détails. 4 jours, c'est le temps qu'a duré la mission de prise de contact et d'information de Guillaume Soro en Égypte. 4 jours au cours desquels l'émissaire de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, devrait rencontrer tous les acteurs de la crise égyptienne. Guillaume Soro a pu ainsi échanger avec le pouvoir en place, les pro-Morsi et la jeunesse. À son retour à Abidjan, l'émissaire de l'OIF se dit confiant, même s'il reconnaît la complexité de la crise égyptienne. La situation en Égypte est une situation très complexe, parce que vous avez aussi bien une sorte de mélange entre la religion, la politique, etc., qui, bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, suscite beaucoup de passion. La situation n'est pas du tout facile. Tous les jours, il y a des manifestations au Caire, la situation est tendue, mais je reste convaincu qu'il y a une porte de sortie. Je garde l'espoir
Et c'est cet espoir que j'ai transmis au secrétaire général de la francophonie, M. Abdou Diouf. Je pense que si nous maintenons et approfondissons les contacts avec les parties égyptiennes, nous pouvons les amener à la table de discussion et de négociation. Les affrontements entre Anti et Pro-Morsi ces derniers jours indiquent bien la gravité de la crise égyptienne. D'un autre côté, le choix du président de l'Assemblée nationale ivoirienne pour mener cette mission d'information de l'OIF en Égypte est sans nul doute une marque de confiance de la communauté internationale en la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro s'en félicite, tout en invitant les parlementaires à toujours œuvrer au rayonnement de leur institution et partant de leur pays dans le concert des nations. Et sur place en Égypte, la situation reste toujours tendue. Le pays a connu mardi une nouvelle flambée de violence entre partisans et adversaires du président destitué Mohamed Morsi. Ces violences ont fait 13 morts en 24 heures. Le président par intérim lance un appel au calme et à la réconciliation. Presque un mois après le coup de force de l'armée égyptienne, les tensions ne retombent pas dans le pays. Les violences ont même tendance à s'aggraver. Nouveaux affrontements dans la ville de Giza près du Caire entre pro et anti-Morsi. Bilan 6 morts et de nombreux blessés. Un témoin vivant dans le quartier décrit la scène comme extrêmement violente. Ils tiraient à l'arme automatique depuis le pont. Ils sont sortis de la mosquée pour tirer. Ils sortaient et entraient à la mosquée avec leurs armes. La famille de Mohamed Morsi, quant à elle, annonce un dépôt de plainte contre le chef de l'armée pour séquestration de l'ex-président, toujours détenu dans le plus grand secret. Nous n'avons toujours pas pu entrer en contact avec mon père, que ce soit de façon légale ou illégale, depuis le 3 juillet, date du coup d'État. Et nous ne savons pas où il est détenu. L'armée est au centre de toutes les critiques de la part des sympathisants islamistes. Devant la Cour constitutionnelle, un rassemblement proche des frères musulmans demande le retrait des militaires de la vie politique. Il n'y aura pas de retour en arrière. Il faut mettre fin au pouvoir des militaires. Il faut mettre un terme au règne de la sécurité d'État. Mais pour l'armée, pas question pour le moment de rendre les rênes du pays. Le président par intérim, Adli Mansour, tente d'apaiser les tensions. Nous voulons écrire une nouvelle page de cahier de la nation. Sans rancune ni haine, sans division ni confrontation, sans ternir l'image de ceux qui ont œuvré pour ce pays. Le nouveau gouvernement doit mener une révision de la constitution votée sous Mohamed Morsi dans une Égypte profondément divisée. Le retour effectif de la BAD en Côte d'Ivoire, c'est pour très bientôt. Avant ce retour, une délégation d'experts en communication de la BAD a échangé avec le ministre Afoussiata Bamba. La délégation souhaite avoir l'appui du ministère de la Communication pour soutenir toutes les actions d'information sur le retour de cette institution financière. Gabriel Zani. La délégation de la BAD, Banque africaine de développement en charge de la communication et de la gestion du changement, multiplie les rencontres dans la perspective de préparer le retour de l'institution financière africaine à Abidjan. Ce mardi, la délégation a été reçue par Afoussiata Bamba Lamine, ministre de la Communication. Ces experts de la communication de la BAD attendent beaucoup du ministère en termes d'optimisation des actions de communication de l'institution. La compréhension des enjeux du retour de la banque et la disponibilité à nous apporter le soutien requis pour un retour en douceur ordonné et planifié. Pour faire de ce retour un véritable succès, le ministre de la Communication a donné l'assurance que les actions seront entreprises pour accompagner la Banque africaine de développement. La BAD revient dans son siège, c'est que toutes les populations africaines et au-delà d'elles, à l'international, puissent être informés effectivement de ce retour, de ce que fait la BAD et qui est, je dirais, une communication dynamique qui s'installe entre la BAD et les populations ivoiriennes. Donc c'est pour cela effectivement que nous allons accompagner la BAD, nous allons donc les soutenir, les appuyer et mettre à contribution toutes les structures qui sont sous la tutelle du ministère de la Communication, c'est-à-dire la RTI, la radio-télévision ivoirienne, Fraternité Matin également, l'AIP, l'agence ivoirienne de presse. Afoussiata Bamba Lamine a exprimé également sa fierté de soutenir le retour de la BAD à Abidjan. Ce retour se fera par vagues successives avant la fin de cette année, avait annoncé en juin dernier Donald Kaberuka,
le président de la Banque africaine de développement. Plus rien ne sera comme par le passé pour les agents des forces de sécurité et de défense qui tiennent des barrages illégaux sur les routes. Ils répondront désormais de leurs actes conformément au code de la fonction militaire. L'annonce a été faite par le ministre en charge de la Défense au cours d'une récente tournée à l'intérieur du pays. Sur place, des agents ont été pris sur les faits. Mamadou Kwasi. À l'origine de cette tournée, le rapport d'une mission d'inspection initiée par le ministère en charge de la Défense sur l'ensemble du territoire national, courant juin 2013. Ce rapport révèle que le nombre de barrages autorisés, qui est de 33, a été multiplié par 5. Cette situation, Paul Kofi Kofi la juge inacceptable, en ce qu'elle ternit l'image des hommes en uniforme et met à mal l'économie nationale. Il faut donc agir. C'est pourquoi le ministre en charge de la Défense a sillonné 6 jours durant plusieurs axes du sud, du centre, de l'ouest et du nord de la Côte d'Ivoire. Sur tout le parcours, les agents postent sur les barrages autorisés ou en mission commandée, documents à l'appui, ont eu droit à des mots d'encouragement du ministre Paul Kofi Kofi. En revanche, tous ceux qui tiennent des postes de contrôle illégaux sur les routes sont immédiatement désarmés et embarqués pour l'unité de gendarmerie la plus proche. Vous êtes à un barrage, il faut que vous justifiez pourquoi vous êtes là. C'est pourquoi nous avons pris ces éléments pour les remettre à la gendarmerie. Les PV seront établis et en fonction des fautes commises, les sanctions seront prises. La phase de sensibilisation est terminée. Passons à la phase de répression. Le ton de la répression vient ainsi d'être donné par le ministre en charge de la Défense. Un avertissement pour tous ces agents qui, sur leur route, continuent de ramer à compte courant des décisions du gouvernement ivoirien. En images, il y a eu encore tentative d'évasion hier à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Il aurait eu des blessés et des morts. Les raisons à l'origine de cette évasion ne sont pas encore connues. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme promet donner de plus amples informations les heures à venir. Pour sa première action après son installation officielle, le conseil municipal de Thiébissou s'attaque aux travaux de réhabilitation de la voirie en vue de désenclaver certains quartiers et villages de la commune. Une action saluée sur le terrain par les populations. Charles Tato. Thiébissou, vieille commune de plein exercice, mais que des difficultés. Bien que traversée par la voie internationale, dure pour les automobilistes de cette ville d'aller d'un quartier à un autre, du fait des mauvais états des rues. Après les élections municipales, plus question donc de perdre le temps pour des actions qui puissent intéresser les opérateurs économiques à y venir. Et cela se sent avec la volonté de la nouvelle équipe municipale. Elle tente de prendre le taureau par les cornes. Déjà, les travaux de la voirie urbaine ont commencé malgré le manque de fonds dans les caisses de la mairie. Ces voiries sont aujourd'hui financées sur fonds propres. Je pense qu'en faisant la route, nous aurons quelques personnes qui éventuellement veulent évacuer ou qui veulent même se rendre à l'hôpital de le faire. Pour ça, nous commençons par la route. Les travaux de la voirie précèdent la première session du conseil municipal qui vient de se tenir. Les vendeurs ambulants envahissent le plateau. On les retrouve pratiquement dans tous les coins de rue. Ils ternissent l'image de la capitale économique, nous dit notre reporter Honorine Aïngouri. Ce que vous voyez là ne se passe pas dans un quartier précaire. Il s'agit bel et bien de la commune du Plateau, précisément au portail de la cité administrative. Des femmes en train de vendre du maïs préparé et de la banane braisée, au vu et au su de tous. Ça fait longtemps un peu. Et de surcroît, cette vendeuse et une autre se plaignent d'être traquées par la police municipale comme si c'était normal. Comprenez-les, leurs clients sont des passants et la plupart des travailleurs de la cité administrative. Les clients viennent partout, en haut, vers midi. Et la mairie pour nous pousser ici, hein. Vous l'avez dit, la mairie n'a qu'à nous laisser tranquille, on n'a qu'à vendre pour débrouiller nos enfants là. Je vois ce plateau ici. Depuis que la mairie n'a qu'à nous laisser, on va vendre. Les clients là, ils sont dans les tours, là, ils sont dans le bureau, ils descendent puis payent avec nous. En tout cas, on y trouve un peu de tout. Ces petits commerçants qui vendent ça et là, dans le plateau, ne font pas du tout la fierté de cette commune vitrine. Moi, je trouve que ce n'est pas normal de vendre entre des voitures et dans les tours. Donc, je propose que l'État de Côte d'Ivoire puisse les caser
Bon, quelquefois, ça nous arrange que nous, les travailleurs du plateau. Parce que dans la mesure où on n'a pas le temps quelquefois de faire nos courses et autres, puis bon, rapidement, on peut avoir un petit gadget là, puis bon, aller à la maison. Ce genre d'activité n'est pas légal dans la mesure où il y a des endroits qui sont appropriés pour faire le commerce. La municipalité du plateau ne croise pas les bras. Elle essaie de sensibiliser ses commerçants et prévoit les caser les mois à venir afin de redorer l'image de marque de la commune. Notre volonté, ce n'est pas d'empêcher les femmes de s'occuper mais de prospérer. Nous estimons que la commune du plateau n'est pas comme une autre commune. C'est la vitrine de la Côte d'Ivoire, c'est le centre des affaires. Là, il y a un marché africain qui est prévu également pour pouvoir caser ces dames-là. La commune du plateau n'est pas l'apanage des petits commerçants. Au carrefour de l'Indénié, sur les latrines au quartier dit résidentiel de Cocody, au carrefour de la zone 3 et 4, au boulevard Nangui à Brokwa, à Adjamé, là, on n'en parle pas. Pour lutter contre le chômage et la pauvreté, l'ONG Compétences pour l'emploi s'engage aux côtés de l'État ivoirien. Cette ONG forme les jeunes et les femmes à l'entrepreneuriat. 150 jeunes ont bénéficié de cette formation. Kwasi Mamadou. En Côte d'Ivoire, 4 500 000 jeunes diplômés sont en quête d'emploi. Cette situation est la conséquence de l'inadéquation entre la formation et les emplois. En plus, l'administration ivoirienne est impuissante pour l'absorption de tout ce monde. La seule opportunité qui s'offre à ces jeunes diplômés reste l'auto-emploi ou encore l'entrepreneuriat. Et l'ONG Compétences pour l'emploi l'a si bien compris. Elle décide de s'engager aux côtés des jeunes pour leur insertion socio-professionnelle. Elle forme alors les jeunes et les femmes en la culture entrepreneuriale pour lutter contre le chômage et la pauvreté. Nous lançons déjà à partir de la rentrée le projet que nous appelons Invitation à la culture entrepreneuriale. C'est un projet qui va donc être lancé à l'endroit de tous les jeunes, dans un premier temps, de tous nos jeunes sortant de nos établissements scolaires, pour qu'on puisse leur inculquer les éléments donc, de la culture entrepreneuriale. Le président de l'ONG Compétences pour l'emploi invite la jeunesse à s'intéresser aux différentes structures de financement des micro-projets, dont le Fonds national de la jeunesse. Des conseils qui pourront permettre aux jeunes Ivoiriens d'être indépendants sur le plan socio-économique. 15 étudiants de l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises ont intégré, dans le cadre d'un stage pratique en entreprise, une maison d'assurance et de banque. Les précisions avec Kwadjo Kwame. L'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises, une des composantes de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, et une importante structure de banque et assurance unissent leurs forces afin de s'assurer des résultats de qualité. L'SKE, qui a pour vocation de former l'élite de demain, entend par cet acte trouver des débouchés pour ses étudiants en fin de cycle, mais également repositionner l'école parmi les meilleures du monde. C'est dire que le partenariat que nous venons de signer, nous en tirons un bénéfice énorme, surtout en termes de placement de nos étudiants, ce qui va réduire le taux d'inemployabilité de nos enfants, de la jeunesse ivoirienne. L'entreprise partenaire installée dans plus de 12 pays s'est réjouie de l'intérêt qu'elle accorde à ce partenariat. Nous avons pensé qu'il était utile pour nous de nous allier à l'SKE pour pouvoir recruter au sein de l'SKE les meilleurs étudiants de cet établissement. À l'issue de la signature de ce partenariat, 15 étudiants de l'SKE en fin de formation intègrent la maison d'assurance et des banques. À l'issue du recrutement, j'étais 5e sur la liste et je suis vraiment ravie que tout ce que j'ai appris ait porté fruit aujourd'hui. L'SKE compte à ce jour plusieurs partenaires à travers le monde et cela constitue des opportunités pour ses étudiants, mais aussi une voie pour ses enseignants en vue des stages de perfectionnement. Dans la soirée d'hier, vous avez suivi notre émission de débat sur la cybercriminalité, comment sortir la Côte d'Ivoire de l'engrenage. Les spécialistes sur le plateau sont unanimes sur la menace grandissante qui pèse sur la Côte d'Ivoire et qui ternit son image. La solution, selon le juriste invité Maître Sarr, reste le droit, adopter des tests pour faire face au phénomène parce que le vide profite aux délinquants. Extrait. La procédure pénale, c'est tout ce qui concourt à la recherche de l'infraction au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie. Bon, vous devez faire une perquisition. Vous allez faire la perquisition sur Internet. Comment? Ou bien vous devez faire une saisie.
Est-ce que vous allez rentrer dans le disque dur? Comment vous allez faire la saisie? Parce que ici, c'est caractérisé essentiellement par l'immatériel. Et dernier élément, c'est la sanction, le jugement. Le jugement est disproportionné par rapport au préjudice qui est subi. Disproportionné. Disproportionné en ce sens que les infractions sur Internet, avant même la loi qui est en cours, dont je vais certainement parler tout à l'heure, on se fondait essentiellement sur les dispositions qui répriment l'escroquerie. Mais ces dispositions-là plafonnent les amendes. 100 000, 200 000. Bon, c'est disproportionné par rapport au préjudice que la victime a subi. C'est vrai que la victime peut demander ce qu'on appelle des dommages et intérêts, mais du point de vue dissuasif, il serait intéressant de fixer des sanctions, pour me répéter, dissuasives. Voilà, c'était un extrait de votre émission Le Débat, émission animée par Lassine Fofana. Sachez que la 3e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso s'ouvre lundi prochain. La rencontre sera présidée par les présidents Alassane Ouattara et Blaise Compaoré. Mais avant, une réunion préparatoire des experts des 2 pays s'ouvre demain à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne. Aïdara Aïchata Alassane Cissé est en course pour la présidentielle malienne. C'est d'ailleurs la seule femme de la compétition. Elle était face à la presse pour présenter les raisons de sa candidature et ses ambitions pour le Mali. Sylvie Touré. Une femme prétendante au trône. Aïdara Aïchata Cissé, candidate de l'Alliance Château, a des solutions pour le Mali. Aucun défi ne la fera reculer, même pas le rebelle Touareg à Kidal. Moi, présidente de la République du Mali, j'ai la capacité de régler ce problème, soit par le dialogue, ou si le dialogue ne marche pas, par la force. J'ai les 2 plans. Le premier plan, c'est dialoguer. Le deuxième plan, si le dialogue ne marche pas, c'est mater. C'est clair. Kidal, c'est tout simplement le Mali. Je ne suis pas dans une logique d'aller à l'autonomie, pas du tout. Je suis juste dans une logique de dire que Kidal, c'est le Mali. La sécurité et la paix, la reconstruction et le développement du Mali sont les priorités d'Aïdara Aïchata Cissé. À la jeunesse, elle propose 100 emplois par an et aux familles 100 000 francs par an, financés par un mécanisme appelé la bourse de soutien familial. D'ailleurs, c'est sur les jeunes et surtout sur les femmes, majoritaires sur la liste électorale, que cette candidate compte pour accéder au pouvoir. Mais les femmes doivent proposer aussi leur candidature. Elles doivent se faire confiance. Elles doivent militer. Parce que c'est trop facile de dire qu'on est là, on doit tout nous donner. Non. Le pouvoir s'arrache. Tout s'arrache. Si les femmes du Mali sont solidaires, et j'ai l'impression en tout cas que cette fois-ci, elles sont solidaires autour de ma personne, je crois qu'il n'y aura même pas de deuxième tour. Comptable de formation, Aïdara Aïchata Cissé est aujourd'hui à la tête de plusieurs entreprises. Elle est également députée et les Maliens lui reconnaissent un franc-parler, mais sont-ils prêts à loger une femme au palais de Koulouba? Aïdara Aïchata Cissé l'espère bien. Des combats à l'arme lourde, des tirs rapprochés ont eu lieu toute la journée d'hier en République démocratique du Congo. La situation est préoccupante. Le président congolais Denis Sassou Nguesso s'est dit prêt à jouer les médiateurs entre Kabila et l'opposition. Regardez. La visite de Joseph Kabila à Brazzaville n'est pas passée inaperçue. Le président du Congo-Kinshasa est venu demander conseil à son plus proche voisin, l'inamovible Denis Sassou Nguesso. Ensemble, ils ont abordé la guerre dans l'est de la RDC et surtout les blocages politiques entre Joseph Kabila et son opposition. À l'issue de la rencontre, proposition remarquée du président Sassou. La RDC nous concerne directement. Sollicités ou pas, nous les suivons en permanence. Et si les autorités souhaitent notre concours encore plus appuyé, comment pourrions-nous refuser? Sassou Nguesso se propose donc en médiateur du dialogue au Congo-Kinshasa. Réaction très critique à Brazzaville de l'opposition radicale.
Nous avons été surpris par cette offre, d'autant que le président Sassou lui-même n'arrive pas à rencontrer ou ne veut pas rencontrer l'opposition congolaise dans son propre pays. En tant qu'opposition, nous avons réclamé la tenue des États généraux depuis le mois d'octobre 2012. Jusque-là, nous attendons la réponse du président Sassou. Même commentaire perplexe de cet observateur de la vie politique congolaise. Je pense que quand on va résoudre des problèmes ailleurs, on est sûr que chez soi, on a montré l'exemple qu'il n'y a plus de problèmes. C'est-à-dire qu'il faut commencer par balayer sa propre maison d'abord. Oui, naturellement. À Kinshasa, en revanche, l'opposition prend acte de l'offre de Sassou Nguesso. Vital Kamerhe, le chef de l'UNC, estime même qu'il ferait un bon arbitre. D'autres responsables politiques sont plus prudents. En tout cas, ils exigent maintenant du pouvoir un vrai dialogue et non de simples concertations. Rendons-nous maintenant dans l'univers des coupeurs d'ongles ambulants. Le phénomène gagne du terrain à Abidjan. Les précisions de Laetitia Manglé de RTI2. Travailler c'est trop dur, épauler c'est pas beau, mener la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Chaque jour que moi Une dizaine de paires de ciseaux en main, un liquide moussant, une serviette de fortune. C'est tout ce dont a besoin Soumaïla. Le jeune homme de 22 ans est coupeur d'ongles ambulants. Couper, tailler et nettoyer les ongles des orteils et des doigts, il en a fait sa spécialité. C'est ça qui est mon ciseau. Donc quand moi je viens ici à Abidjan, c'est ça seulement qui est mon travail. Si quelqu'un ne connaît pas, c'est lui qui est blessé. Mais si quelqu'un connaît, travaille bien, il ne laisse pas. Comme Soumaïla, chaque jour dès le lever du soleil, de nombreux adolescents d'origine nigérienne parcourent les artères de la capitale ivoirienne à la recherche de la clientèle qui très souvent préfère cette méthode artisanale tout en faisant fi des dangers qui les guettent. C'est 50 francs, en tout cas c'est moins cher et il fait bien. On dit ça donne maladie. Moi, mon père n'aime pas qu'on fait, mais on fait quand même. J'ai conscience des risques, mais on fait avec. C'est Dieu qui nous protège. Je suis au courant qu'il y a des maladies, mais je prends le risque quand même. 50 à 100 francs CFA. La somme est peut-être insignifiante, mais à la fin de la journée, le compte est bon pour ces coupeurs d'ongles. Souvent ça dépend, on peut avoir 2000 ou 1500, ça dépend. J'ai trouvé 2000, 2500 ou bien 3000 comme ça. Je parti à la maison. Une inquiétude demeure cependant. Pas sûr que cette pratique artisanale soit sans risque. Le même matériel tranchant servant toute la journée à couper les ongles sur tout type de pieds et de doigts. Oui, ils m'ont blessé une fois. Bon, j'ai mis au désabel, j'ai dit bon c'est bon, il n'a qu'à partir. Les coupeurs d'ongles ambulants, quant à eux, se veulent rassurants. C'est le seul là-bas où j'avais. Je prends au javel pour laver ciseaux là. Vraiment, je mets au javel, je lave avec ça. Le javel sur moi-même. Les coupeurs d'ongles ambulants ne font toutefois pas l'unanimité. Pour une partie de la population, pas question de présenter ses ongles d'orteil et de doigts à ses amateurs. Alors, on les nettoie soi-même ou on se rend dans les espaces de beauté. Mais elle préfère faire ça avec mes dents. Non, je préfère mes dents, quoi. Pas qu'on me blesse. C'est ma femme qui fait pour moi. Ouais, les jours, bon, samedi, dimanche, je suis à la maison. Il y a les produits qu'elle achète au marché, elle vient, elle me fait ça à la maison. Je me débrouille à la maison, je préfère faire à la maison. Moi, j'ai mes matériels. J'apporte chez celle qui me nettoie les ongles et puis elle le fait. Oui. Mais ici encore, la stérilisation du matériel utilisé pour l'entretien des ongles laisse à désirer. Il faut faire bouillir de l'eau chaude, bien bouillie, et tu trempes le matériel là-dedans. Tu mets un peu de javel, un peu de shampoing pour bien désinfecter, bien laver. Se faire couper les ongles entre deux courses, ça fait gagner du temps et de l'argent certes, mais on peut y perdre un doigt, un orteil ou même la vie. Alors un minimum d'hygiène de la part de ces esthéticiens nomades pourrait rendre l'activité plus rentable, mais aussi, et c'est le plus important, plus fiable. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.